La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vais répondre à une question qui revient souvent ces temps-ci, et la question c'est, est-ce qu'on est en train de vivre une bulle spéculative sur les marchés boursiers? Et c'est sûr que quand les indices ils battent des records, quand le prix des actions monte, peu importe les nouvelles, souvent c'est le signe qu'il faut commencer à se méfier. Et sachez que vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question-là. Si on regarde sur Google Trends, on peut voir que le nombre de recherches avec les mots-clés AI Bubble, ça a littéralement explosé depuis cet été. Clairement, les gens ils commencent à se demander si l'intelligence artificielle c'est pas en train de créer une bulle spéculative. Et je vous rappelle que ce type de phénomène-là, ça arrive quand les investisseurs ils sont convaincus par un narratif, donc une espèce d'anticipation, et qu'à ce moment-là, ils ne veulent pas manquer le bateau. Et ça fait en sorte que on se fie plus sur les résultats financiers, c'est pas les earnings qui drivent le prix des actions, c'est l'optimisme par rapport au potentiel des entreprises, et je dis bien potentiel parce que ça reste hypothétique. Encore une fois, c'est la peur de passer à côté de quelque chose qui pousse le monde à acheter peu importe le prix. Et un exemple parfait de ça, c'est la dot-com bubble à la fin des années 90. À l'époque, c'était Internet, c'était ça la nouvelle révolution, et tous les investisseurs s'attendaient à ce que ça change le monde. Et finalement, ça l'a fait, mais pas à la vitesse que les investisseurs anticipaient. Dites-vous qu'entre 1995 et 2000, l'indice Nasdaq a quadruplé en valeur. Les gens achetaient des actions de compagnies Internet qui n'avaient même pas encore de chiffre d'affaires, qui n'avaient même pas encore de revenus. Juste le fait que le nom de ta compagnie contienne .com, ben c'était assez pour que le prix de tes actions monte en flèche. Et à l'époque, Cisco, c'était l'une des entreprises les plus populaires du monde du fait que c'était une compagnie qui vendait de l'équipement de réseautique, donc des routers, des switches, tout de l'équipement qui est nécessaire pour justement distribuer Internet. Entre 1997 et 2000, les actions de Cisco y ont monté de 883%. Autrement dit, vous auriez multiplié votre investissement par 9 en seulement 3 ans, mais après ça, quand la bulle a éclaté en 2000, le Nasdaq, lui, a baissé de plus de 75% sur une période de 2 ans. Et l'entreprise Cisco, elle a perdu environ 80% de sa valeur. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, le prix des actions n'a toujours pas remonté à son sommet de l'an 2000. Disons que le dot-com bubble, c'est un bel exemple de bulle spéculative. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, pour moi, le parallèle il est assez évident. Depuis l'arrivée de ChatGPT à la fin de l'année 2022, tout ce qui touche à l'IA explose. Les entreprises y annoncent des projets d'intelligence artificielle et le marché réagit comme s'il venait d'inventer la prochaine révolution industrielle. Et c'est exactement le même type de frénésie qu'on voyait avec Internet à la fin des années 90. Encore une fois, le discours est le même. Cette technologie-là va tout changer. Et oui, je suis convaincu que c'est vrai. Là. Au fait, l'IA, ça change déjà la façon dont on travaille, la façon dont on consomme l'information. Le problème, c'est que à court terme, on ne sait pas d'avance ça va être qui les compagnies qui vont réussir à monétiser l'intelligence artificielle. On peut supposer que ça va être les grandes entreprises technologiques qui sont déjà en place comme Microsoft, Apple, Google ou Meta, mais encore là, ça reste de la spéculation. Par exemple, on peut penser à la compagnie Nvidia qui est devenue le symbole par excellence de l'intelligence artificielle parce que Nvidia, c'est eux autres qui vendent les microprocesseurs les plus puissants au monde. Leurs revenus explosent et le prix de leur action, ça s'est multiplié par 10 depuis le début de l'année 2023. Et en date d'aujourd'hui, les actions de Nvidia, ils se transigent à plus de 50 fois ses bénéfices et environ 28 fois ses ventes. Et pour faire une espèce de comparatif, au sommet de la bulle Internet, Cisco, il se transigeait
budget à 130 fois ses bénéfices et 30 fois ses ventes. Donc pour le moment, ça a l'air beaucoup moins pire pour Nvidia du fait que l'entreprise, elle génère réellement des profits qui sont extraordinaires. D'ailleurs, c'est une des différences importantes avec la bulle Internet, c'est-à-dire que la plupart des entreprises qui se lancent dans l'IA aujourd'hui, ce sont des business qui sont déjà rentables puis qui dégagent des milliards de dollars. Le seul enjeu, c'est que leur valorisation actuelle, ça suppose encore une forte croissance de leurs bénéfices dans le futur. Et si ça, ça se concrétise pas, le prix des actions, il pourrait se mettre à baisser assez rapidement. Par exemple, avec Nvidia, présentement, la demande pour leur puce, elle est très forte. C'est normal, il y a une course à l'intelligence artificielle à travers le monde et les compagnies ils ont besoin de leurs microprocesseurs pour réussir à développer l'IA. Mais si finalement, les entreprises n'arrivent pas à monétiser leur intelligence artificielle ou leurs produits dérivés de ça, ça se peut qu'ils décident de freiner leur investissement là-dedans. Et dans ce scénario-là, la croissance des profits de Nvidia, ça pourrait ralentir assez subitement. Donc, c'est un peu comme à la fin des années 90, tout le monde lançait des sites web sans même savoir comment il allait faire de l'argent avec ça. Aujourd'hui, l'IA, c'est assez similaire dans le sens qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'investissement en capital, mais à date, il y a très peu de profits tangibles qui découlent directement de l'implantation de l'intelligence artificielle. Et à mon avis, c'est ça qui rend le marché vulnérable à court-moyen terme parce qu'à un moment donné, les actionnaires puis les investisseurs, ils vont regarder les résultats financiers puis ils vont se demander si tout l'argent qui a été investi dans l'IA, est-ce que ça va finir par générer des bénéfices? Et si la réponse est non, ou si ça se fait pas assez vite, c'est là qu'une correction pourrait survenir dans le secteur technologique. Sinon, tant et aussi longtemps que les investisseurs ils restent confiants sur le potentiel de l'intelligence artificielle, puis que le narratif autour de ça ne change pas, la peur de manquer le bateau, elle va rester plus grande que la peur de payer trop cher pour des actions. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui et non pas le mois passé, c'est que dernièrement, il y a eu ce qu'on appelle beaucoup d'investissements circulaires et en gros, c'est quand plusieurs entreprises investissent les unes dans les autres, un peu comme si elles se finançaient en cercle fermé et dans ce cas-ci, c'était entre Nvidia, Oracle, AMD et OpenAI et l'investissement circulaire, ça crée un écosystème autour d'OpenAI et cet écosystème-là, il s'auto-alimente et ça a attiré mon attention parce que c'est une dynamique qui est typique d'une bulle spéculative, dans le sens que on voyait beaucoup de ce type de transactions-là durant la bulle Internet. Cisco l'a fait également et sur le coup, ça a l'air brillant jusqu'à temps que ça marche plus. Parce que cette mécanique-là de faire des partenariats puis des investissements, ça fait en sorte que durant l'annonce, le prix de l'action grimpe, ça crée de la valorisation qui vient de nulle part, puis cette valorisation-là leur permet de faire d'autres investissements. Bref, c'est quelque chose qui est pas soutenable dans le temps. Et pour ceux qui pensent qu'un marché haussier, ça veut dire que le prix de toutes les actions monte, détrompez-vous. Faut savoir que les indices boursiers américains comme le S&P 500 ou le Nasdaq, ce sont des indices ultra concentrés. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend les 7 plus grandes entreprises du S&P 500, ces 7 entreprises-là, elles représentent plus de 30% de l'indice. Donc, logiquement, quand ces titres-là montent, le S&P il est poussé à la hausse, mais ça ne veut pas dire que la majorité des entreprises américaines vont bien et ça ne veut pas dire non plus que l'économie des États-Unis se porte mieux qu'avant. Et c'est le même principe au Canada. L'indice S&P TSX composé, il atteint de nouveaux records, oui, mais il est poussé par les banques et par le secteur des matières premières qui ont explosé depuis les derniers temps. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que l'économie canadienne dans son ensemble est en pleine santé. Et le point ici, c'est que il ne faut pas se laisser avoir par les indices boursiers qui battent des nouveaux records à chaque semaine et penser que ça signifie que tout va bien du point de vue économique ou penser que la majorité des actions montent en flèche. En fait, le problème, c'est que la concentration des indices, ça peut donner une fausse impression que
tout est en train de monter présentement, quand dans les faits, c'est pas le cas. Donc, en considérant tout ça, en tant qu'investisseur autonome, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte comme ça? Ben, premièrement, c'est sûr que des actions technologiques comme Palantir, Microsoft, Apple, Nvidia, si je regarde leur ratio financier et les taux de croissance escomptés, ils ne donnent pas l'impression d'être sous-évalués par le marché. Au contraire, on peut dire que leur valorisation, ça reflète beaucoup d'optimisme pour le futur, et ce qui fait en sorte que, de mon côté, je ne serais pas enclin à prendre position à ces prix-là. Par contre, le fait que les indices boursiers, ils sont à des niveaux records, ben ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus d'opportunités d'investissement en bourse. Au fait, quand la masse se redirige vers un secteur spécifique, forcément, il y a d'autres secteurs d'activité qui se retrouvent temporairement délaissés. Et ça, ben, ça se reflète dans le prix des actions. Et tant qu'à moi, ben, c'est justement là qu'on peut trouver des deals pour le long terme. Par exemple, les entreprises pharmaceutiques et les entreprises dans l'industrie de la vente au détail, elles sous-performent l'indice S&P 500 depuis le début de l'année. Et même chose pour les compagnies pétrolières. Donc, ça m'indique que ce serait peut-être des secteurs d'activité à surveiller avant qu'il y ait une rotation sectorielle de la part des gestionnaires de fonds institutionnels. Et de toute façon, si vous gérez vous-même vos placements et que vous achetez des actions individuelles, l'idée, c'est pas d'essayer de deviner c'est où le sommet du marché ou de prévoir c'est quand la prochaine correction. La vraie stratégie, c'est plutôt d'aller chercher de la valeur où il y a peu d'attention et d'acheter quand le prix, évidemment, il est temporairement sous-évalué par les investisseurs. Du moins, c'est ce que je fais pour la gestion de mon portefeuille. Sinon, pour ceux qui investissent via des fonds indiciels, théoriquement, peu importe le prix du FNB, vous devriez continuer d'en acheter parce que c'est ça l'approche indicielle. Mais en même temps, je peux comprendre que de voir les indices à des sommets historiques comme ça peut donner le goût d'attendre que ça redescende un peu, mais dans les faits, faire ça, ce serait d'aller à l'encontre de votre stratégie d'investissement. Si vous avez choisi l'approche passive, ben à ce moment-là, vous achetez des parts d'un fonds indiciel, peu importe ce qui se passe sur le marché, puis vous ne devriez pas essayer de timer le meilleur moment pour le faire. Tout ça pour dire que l'ascension du S&P 500 et du Nasdaq depuis 2023, ben ça repose essentiellement sur une couple d'entreprises technologiques qui ont été propulsées par l'engouement pour l'IA, mais comme je vous dis, un jour ou l'autre, les investisseurs ils vont s'attendre à voir les retombées financières derrière ça, et si les profits ne suivent pas, ultimement, ça pourrait déclencher une vente massive des actions qui sont liées de près ou de loin à l'intelligence artificielle, et c'est ça qui amorcerait une correction sur les indices boursiers américains. Mais pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'on est présentement en pleine bulle spéculative? Pas nécessairement, mais je pense qu'on s'en approche, dans le sens que l'intelligence artificielle, c'est une vraie révolution technologique, mais ça ne veut pas dire que toutes les entreprises qui s'y rattachent vont devenir super profitables avec ça, et ça ne veut pas dire non plus que les valorisations actuelles reflètent réellement la croissance future des bénéfices. Pour l'instant, c'est surtout une histoire d'anticipation parce que il n'y a personne qui veut passer à côté du prochain Amazon, et le plus important pour moi dans un environnement comme ça, ben, c'est de rester lucide et de ne pas acheter une action juste parce que ça fait les gros titres sur CNBC ou parce qu'on en parle sur les groupes Facebook, parce que quand tout le monde court dans la même direction, généralement, c'est le moment de ralentir puis de regarder où vous mettez vos pieds. Il faut rester tout le temps alerte et ne pas succomber au sentiment de manquer le bateau. Et sur ce, je vais terminer l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, et si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube, et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.